Mandela. On va essayer de parler actuellement là de la République centrafricaine qui passe de très mauvais moments, on va dire, entre la Séléka qui a pris le pouvoir et la France, n'est-ce pas, qui va en Centrafrique en tant que cheval blanc qui apporte la paix et la prospérité à la République centrafricaine, c'est-à-dire l'Afrique. Alors, que pensez-vous de ceux qui disent que c'est le retour de la France-Afrique, justement avec le cas d'abord malien et aujourd'hui avec le cas centrafricain? Hervé? C'est pas le retour de la France-Afrique puisqu'elle n'est jamais partie. Enfin, je veux dire, Sarkozy. Alors oui, effectivement, la France-Afrique, elle est morte au sens l'époque voyante de Foccart a disparu. Bon, elle est un peu plus nuancée qu'avant, parce qu'on a quand même vu que Bongo Père, quand ça l'arrangeait, était capable de dire aux Français, si vous ne m'arrangez pas, je vais prendre les Américains. Donc il y a une certaine forme de France-Afrique qui est morte. Maintenant, quand on est français, moi j'ai une approche un peu mitigée au sens où j'ai moins de scrupules que certains, c'est-à-dire que factuellement, il y a des Africains qui se faisaient tuer, enfin des Centrafricains par d'autres personnes. Bien sûr, j'aurais aimé que l'Union africaine soit capable d'envoyer des gens qui soient capables de s'interposer. Malheureusement, à part le Tchad et peut-être le Nigeria, il y a très peu de pays africains qui sont capables de le faire. Donc, entre Caraïbes et Silla, il faut choisir. Je préfère que les soldats français interviennent plutôt que d'attendre une hypothétique intervention africaine. Maintenant, les Français qui ne pourrait même pas arriver. Parce qu'il n'y a pas les forces disponibles. Les armées ne sont là pour empêcher des coups d'État, elles ne sont pas là pour... Moi j'ai dit, c'est simplement une réaction opportune du point de vue humanitaire. Parce que du point de vue humanitaire, la situation était déplorable. Elle était impensable déjà, elle était insupportable. Parce que vous voyez... Au-delà des arrière-pensées économiques, je pense que vraiment d'un point de vue humanitaire... C'est ça, voilà. Voilà, il y en avait quand même des images, bon, je dis avec des pincettes parce qu'on n'a que des images de médias occidentaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'on regarde un peu, d'abord je pense que la France, elle est dans son rôle, moi je le pense, elle est légitime pour intervenir dans un cas comme ça, parce que rappelons quand même que la République centrafricaine était dans une situation humanitaire catastrophique. Catastrophique parce que derrière, on voyait bien le même scénario procès profilé que ce qui avait été au Rwanda. C'est-à-dire qu'on avait des groupes musulmans et chrétiens qui s'affrontaient à coups de machette, à coups de hache, à coups d'armes. Et pour un pays qui a 4 millions, moins de 5 millions d'habitants, on en était à 400 000 morts. 400 000 morts, c'est quand même énorme pour un pays comme ça. Et on est dans une situation où un enfant sur 5 mourait tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire qu'on en était à 140 000, 70 000 personnes déplacées, sans compter ceux qui vivaient dans la Beauce parce qu'ils ne pouvaient plus sortir, ils s'organisaient. Dans un contexte comme ça, j'aurais aimé, comme dirait sincèrement, que l'Union africaine, que ce soit les États africains, qui puissent s'interposer pour pouvoir défendre. Malheureusement, nos armées ne sont pas formées, il faut le reconnaître, pour protéger la population. Ils sont formés pour empêcher les coups d'État. D'accord. Ils ne sont pas dans leur rôle. Ce qui fait que, je finis Alain, il y a eu des troupes africaines qui sont arrivées dans la région, et ces troupes africaines qui sont venues protéger la population centrafricaine se sont plutôt livrées à des trafics, à monnayer leurs services à des sociétés privées pour gagner de l'argent. Donc, du coup, ils ne jouent plus leur rôle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à la France? C'est d'intervenir pour protéger la population. Je parle en dehors de toute considération économique. Qui ne sont pas avérées ni prouvées. Mais en dehors de tout ça, on doit admettre qu'il y avait une situation humanitaire catastrophique qui justifie amplement que la France ait dans ce contexte. La parole à Raoul. Et je vais me faire un peu l'avocat. Pas pu parler. L'avocat. Laissons la parole à Raoul. On revient sur Calvin Thomas. Laissons la parole à Raoul. Et ensuite à Calvin. Et puis moi je vais me faire un peu l'avocat de ceux qui disent que la France est vraiment partie là-bas simplement quand il ne s'agit pas de guerre humanitaire. Alain Jules, oui, le problème de la Centrafrique.
est le résumé du très long désarroi de ce que notre grand frère Bembe appelle la grande nuit dans laquelle nous gisons en fait en Afrique, francophone en particulier. La France, il va pourquoi? Et Hervé demandait, est-ce que la France il va pour les raisons humanitaires? Tout ça, pour moi, ce sont des gros mots. La France a mal à sa conscience. C'est inouï que parmi les nations européennes, les grandes nations européennes qui ont colonisé de par le monde, la France est celle qui n'a laissé en Afrique que des espèces de nations avortées, d'États gringalais, incapables de se prendre en charge. Au Mali, on tire 3 coups de feu, il faut que la France intervienne. Au Tchad, lorsqu'on tousse loin du palais, il faut que la France intervienne. En Côte d'Ivoire, rien ne se fait, mais c'est pire qu'un district français. En Centrafrique, moins de 5 millions de personnes incapables de se prendre en main. Il n'y a pas d'État. On a un PIB inférieur à 3 milliards de dollars. Je rappelle que le chiffre d'affaires de Carrefour, c'est 76 milliards d'euros l'année dernière. 76 milliards d'euros pour une boutique. Une chaîne de boutiques Carrefour. Les bénéfices de Total, c'est 14 milliards. Total. La France n'a pas de pétrole, c'est chez nous qui ramasse le pétrole. Les Africains, on est là, on se regarde. Et voilà un pays qui a eu pour premier président un parlementaire français du nom de Barthélemy Boganda, qui avait supplié à genoux, à l'époque sous la 4e, qu'on crée une sorte d'Afrique équatoriale, Afrique équatoriale française. À l'époque où Fouad Boigny lui-même demandait qu'on crée l'Afrique occidentale française, parce que Boganda pressentait que en Centrafrique, on n'avait rien comme élément disponible pour créer un État. Boganda le savait, Boganda demandait qu'on crée une énorme puissance locale avec le Gabon, le Cameroun, les deux Congos, la Centrafrique, le Tchad. La France a refusé et a fait quoi? Vous a créé un machin, la Centrafrique est enclavée, il n'y a aucune production industrielle en Centrafrique, on vend 4 morceaux de bois, on appelle ça la filière bois, on vend un peu de diamant, on vend un peu d'uranium, il y a une seule multinationale là-bas, comme par hasard, c'est Areva. Non mais, franchement, nous avons une pauvreté endémique, une instabilité qui est appelée à durer malheureusement encore très longtemps, puisque autour de la Centrafrique, il n'y a aucune nation susceptible de faire ce que les géographes appelaient à la fin du 19e siècle, avant qu'on n'interdise l'enseignement de la géographie politique dans les universités. On les accusait de racisme, hein, c'était pas loin, mais il se trouve que objectivement c'est de l'hyper-réalisme. Il n'y a aucune nation dans le coin pour lancer une attaque sur le Centrafrique et la coloniser. Parce que la Centrafrique a attend d'être colonisée. Soit le Soudan va remplacer la France et va devenir la tutelle, soit le Cameroun, le jour où on aura enfin les mecs qui auront des couilles, on va trouver que la Centrafrique, c'est un background sympa pour l'Est du Cameroun, pour une zone de développement importante. La Centrafrique attend, pardon d'être brutal, la Centrafrique attend d'être prise en charge. C'est une nation incapable de s'assumer. Et comme le Cameroun ne le fait pas, Idriss Déby a des vérités de le faire. Parce qu'en fait, c'est une nation qui n'a pas les structures pour s'assumer comme des plans. Je ne sais pas si j'ai utilisé le mot à l'époque, je ne suis pas géographe, Alain Jules. Mais il me semble qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se dise la vérité. Soit la France intervient, soit la France n'intervient pas et la Centrafrique disparaît. Parce que maintenant, c'est les catholiques, les chrétiens qui veulent abattre les musulmans. Hier, c'est les musulmans qui menaçaient de s'en prendre aux chrétiens. Au Mali, on a vu la même chose. Donc, il y a plein de trucs qui ne vont pas. La France n'a ensemencé en Afrique noire que des États avortés. Aucune nation n'est susceptible de s'assumer. Un peu comme des enfants qu'on aurait interdit de grandir. La France a interdit les États africains de grandir. J'ai commencé tout à l'heure, je disais que cette intervention, en fait, il faut bien prendre cette intervention du point de vue purement humanitaire. Bien sûr qu'il peut y avoir d'autres intentions à l'arrière, des intentions qui sont purement aussi politiques, parce qu'actuellement, le président, comme on disait avant, on disait que c'était le président parce qu'il a fait un coup d'État, maintenant on dit le président autoproclamé. C'est ce qu'on dit maintenant dans les médias. Oui, et donc ça veut dire que quand on dit autoproclamé, ça veut dire qu'on n'a aucune légitimité. Et donc ça veut dire qu'il y a aussi peut-être des velléités, de possibilités de pouvoir l'éjecter de là. On parle déjà des élections et autres, hein, pour pouvoir peut-être mettre en place encore un pion. Hein. Mais tout cela donne tout simplement, ce que je disais tout à l'heure, l'image du potentat africain. C'est ça
cette image-là. C'est-à-dire l'individu qui est capable non seulement de créer de l'espoir, de l'espérance pour son peuple, de reconditionner politiquement le peuple, de repotentialiser une possibilité, une capacité de recréer un futur, hein, de réhumaniser même l'environnement de vie des individus. C'est ça le potentat africain dans ce cas-là. Alors, quand Raoul parle de recoloniser l'Afrique, dans mon dernier livre, j'en ai parlé, j'ai dit peut-être que l'Afrique attend d'être recolonisée et qu'il ne faudrait pas y voir quelque chose de négatif. Hein. Non, c'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait, à un moment donné, qu'il y ait un revirement de la conscience africaine pour que les choses commencent à se remettre en place. Et ce revirement de la conscience africaine ne pourrait ressurgir qu'à partir du moment où ce semblant de liberté actuelle pourra disparaître de manière qu'il n'y en ait plus du tout et que les Africains vont dire non, nous avions déjà un pas vers l'élément liberté, maintenant nous voulons vraiment de la liberté. Et là, ils vont pouvoir se soulever et créer de véritables États. Donc, bref, il faut que l'homme africain se réhabilite, parce qu'apparemment, il est complètement à la dérive. Justement, Armel voulait dire quelque chose. En suivant ce que Raoul disait sur la colonisation de l'Afrique du Sud, de la République centrafricaine, je dirais que notre véritable problème en Afrique et dans notre société, malheureusement, ça se ressent plus dans l'Afrique francophone, celle qui a été colonisée par la France, que les États ne sont incapables de se prendre en charge, si on fait le parallèle avec les États anglophones. Mais je pense qu'on ne va pas continuer, on ne peut pas continuer à reprocher ça à la France 50 ans après. On ne va pas le faire un siècle après. Le temps est passé. Et je pense que la solution, à mon sens, se trouve dans l'installation de sociétés purement, vraiment démocratiques. Parce que quand Jerry Rawlings arrive au Ghana, il fait un coup d'État. Il prend le pouvoir au Ghana. Et dans une interview, il dit que pour lui, c'est d'instaurer des institutions fortes dans son pays, telles que si même Hitler revenait, qu'il n'ait pas la possibilité de remettre les choses en arrière. Le résultat, on le voit, et il a fait, il est parti. Le résultat, on le voit, le Ghana a une stabilité politique démocratique qui est seule à pouvoir libérer les énergies et libérer les esprits dans un pays. Qu'est-ce qui se passe en République centrafricaine? Effectivement, en République centrafricaine, 4,6 millions d'habitants, qui a eu une élection démocratique. Bon, une première élection démocratique, douteuse, mais quand même démocratique, qui marquait quand même un début, mais qui a subi un coup d'État. Un coup d'État venant d'où? Ben, c'est peut-être ce que Raoul appelle, venant du Tchad. Parce qu'il faut le dire, Félix Bozizé fait le coup d'État avec l'aide des militaires tchadiens. Et français. C'est le Tchad qui l'installe, du moins les militaires tchadiens qui l'installent au pouvoir à la République centrafricaine. Et aujourd'hui, c'est le même Tchad qui à la fois a des hommes dans la Sélecta et en plus a des hommes dans l'armée, dans les troupes africaines qui protègent la République centrafricaine. On va dire Bangui. Oui. Voilà, Bangui. Donc, conclusion, on se retrouve. De l'autre côté, vous avez d'autres États africains. Le Rwanda qui veut aussi coloniser le Congo. Le Tchad qui veut coloniser la République centrafricaine. Donc, c'est un peu l'héritage qu'on a reçu. C'est-à-dire qu'on a encore malheureusement des hommes qui sont issus de la colonisation, qui nous gouvernent, qui ont tout appris du colonisateur et qui appliquent les mêmes méthodes aujourd'hui et qui ne sont pas pressés d'installer la démocratie. Bon, mais justement, je suis tout à fait d'accord avec vos interventions. En revanche, il y a quelque chose quand même, j'espère qu'on va pouvoir développer là-dessus. Le Tchad, justement, se permet d'installer Bozizé au pouvoir. Et le même Tchad se permet d'installer Toto Dia au pouvoir. Sincèrement, quand on connaît comment fonctionne la France-Afrique, parce que j'insiste dessus, ne croyez-vous pas qu'il y a la main de la France derrière? La France pouvait intervenir plus tôt.
et la France intervient. Allez, je. Non, mais si la France intervient plutôt, on va encore parler d'énergie. On peut demander à la France de ne pas intervenir pour protéger les dictateurs. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bozizé a appelé, a demandé l'aide de la France. Mais si la France avait intervenu pour le maintenir au pouvoir, moi je d'autant plus qu'il y avait c'est- c'est par rapport à ça. 400 soldats français étaient les barracudas, comme on les appelle. Oui, qui sont là Sont pour à protéger Bangui, les ressortissants français. mais ils ont permis justement que la Séléka entre. Ils n'ont à pas Bangui. permis, ils n'ont pas permis, ils n'ont pas À partir- intervenu. oui, c'est tout. oui, ben justement, ils ont laissé faire. Oui, Ils ont laissé faire. ils n'ont pas intervenu. Alors, est-ce que finalement, il n'y a plus une espèce de dichotomie française? On laisse faire pour venir intervenir simplement parce que, dit en passant, il y a Areva qui y est, après avoir acheté, n'est-ce pas, le plus grand gisement d'Afrique d'uranium, on ne le dit pas assez, qui est en Centrafrique. Ensuite, c'est Total qui gère l'essence, c'est-à-dire toutes les stations-service en Centrafrique. Oui. Ne croyez-vous pas que finalement, la France va en Centrafrique, c'est pas pour les beaux yeux des Centrafricains, mais beaucoup plus pour ses intérêts. Mais personne ne dit le contraire. Personne n'a dit que c'était pour leurs beaux yeux. Personne Moi, je ne dis dit ça. On n'est pas dupes, hein. On n'est pas dupes, mais on dit juste que enfin, déjà de toute façon, la France fait ce que tout pays devrait faire, c'est-à-dire Ses intérêts. protéger ses intérêts. Tu as parlé tout à l'heure du Rwanda. Je dis toujours qu'Kagame, c'est un petit Africain, mais c'est un grand Rwandais, de mon point de vue. Voilà, donc là, la France, elle fait pareil, c'est leur intérêt de faire ça. Ils n'ont pas intérêt. En plus, si on oublie quand même que le côté économique, si on prend le Rwanda, c'est quand même l'autre référence, la France elle a les mêmes accusations, tantôt parce qu'ils ont laissé les génocidaires arriver, etc. Donc déjà, d'un point de vue purement médiatique, c'est les seuls qui aient vraiment un intérêt. Enfin, s'ils y vont pas, ils se font critiquer. Alors, d'un point de vue géostratégique, est-ce qu'ils ont intérêt à laisser un de leurs précarés tomber dans le chaos? Moi, j'aurais été président français, j'aurais fait la même chose. Et justement, je trouve qu'on blâme trop la France et pas les préfets qui lui permettent de faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire que souvent, je suis toujours amusé quand je vais en Afrique et que je vois les gens qui sont contents de dire « Nous, on n'est plus avec les Français, on est avec les Chinois ». À qui je dis toujours, On change de quand vous voyez comment ils traitent leurs dissidents, je ne sais pas si il vaut mieux être sous leur coupe. Donc je pense que, oui, la France, elle défend ses intérêts, et elle fait son boulot, et je pense que c'est les présidents locaux qui devraient... Bon, moi, je dis, cessons de tirer sur la France. Cessons un peu de tirer sur la France. On a en place des individus qui peuvent bien avoir une certaine volonté politique de transformer les structures, que ce soit politiques ou économiques, mais ils ne font absolument rien. Commençons d'abord par voir, est-ce que ces gens-là sont capables de développer des structures telles qu'ils puissent y mettre en place une certaine liberté dans leur peuple? Est-ce qu'ils peuvent développer des structures de manière que de pareil, je sais pas, génocide ne puisse plus être engendré? Est-ce qu'ils peuvent? Il faut qu'ils commencent par là. C'est-à-dire que, c'est vrai est-ce que vous croyez que s'ils veulent démocratiser leur pays, la France va leur dire non, ne le faites pas? C'est cette volonté-là qu'il faut d'abord essayer de se poser par rapport à cette volonté qu'il faut commencer par se poser la question. Est-ce que les dirigeants qui sont en place ont la volonté politique de démocratisation, de modernisation de leur peuple? J'ai pris l'exemple du Gabon où j'ai dit que quand Bongo s'est senti pas très soutenu par la France, il a menacé de privilégier les Américains. Les Français sont revenus au Gabon. C'était qui, Bockel? Enfin, vous voyez, c'est pas... Je pense qu'on n'est plus dans un mode où il y a Focard qui donne ses directives. On a des gens, on a des intérêts bien compris. Ben justement, Raoul, est-ce que c'est la même vision que nos amis sur le plateau, justement avec cette France qui devait à tout prix intervenir en Centrafrique, alors qu'on sait que, bon... Vous qui êtes tellement introduit dans les milieux géopolitiques du monde, vous savez très bien que la France ne va pas là-bas, pas pour les beaux yeux des Centrafricains ou pour les beaux yeux de quiconque. La France, il va pour deux raisons. De mon point de vue, il faut être modeste dans cette affaire-là. La première, c'est que la France a très mal à sa conscience. Lorsque ça barde à Bangui, ça affecte évidemment beaucoup plus de Français que les Allemands ou les Anglais. Regardez à quoi ça ressemble lorsque l'Angleterre se retire de Hong Kong. Regardez à quoi ça ressemble lorsque l'Angleterre dit c'est pas moi. Aux Néo-Zélandais, vous allez vous
nous prendre en main. Regardez à quoi ça ressemble lorsque l'Angleterre se retire d'Afrique du Sud. Regardez à quoi ça ressemble lorsque la France fait semblant de se retirer au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad, etc. La France est un peu une grande nation, si vous voulez, mais ça renvoie à un tout autre débat. C'est une grande nation qui, d'un point de vue historique et politique, n'a pas réglé son passé, la France. Ce n'est pas seulement le cas africain. Regardez les rapports de la France aux Antilles. Regardez comment c'est problématique la France et Tahiti. Regardez comment c'est problématique la France avec la Guyane, etc. Alors que c'est des nations françaises depuis 3 siècles et demi, 4 siècles. C'est un tout autre débat. Il renvoie à l'histoire propre de la France. Mais pour revenir à la question précise d'Alain Jules, pourquoi est-ce que, à chaque fois quand ça barde, on se regarde pour que la France vienne? Entre nous, mes amis, malheureusement, chacun d'entre nous le sait d'un point de vue empirique. Les Africains n'ont pas encore décidé de foutre les Français dehors. Les Africains aiment trop la France. Ils aiment trop la France. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer la France. Il faut aimer les Français, ou les Allemands, ou les Chinois. Il faut aimer l'homme, de mon point de vue. Mais ce que l'Afrique aime, c'est véritablement la France en tant que culture. L'Afrique aime se faire baiser. Pardon, mais l'Afrique s'est fait tellement maltraitée qu'elle est comme une butte qui aime le type qui la maltraite. Vous voyez, la France n'a pas les moyens moraux. La France n'a pas les moyens économiques. La France n'a même plus les moyens militaires de soutenir une guerre contre 4 nations africaines qui se soulèveraient. C'est-à-dire si la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad et le Soudan disent à la France, merde, la France, évidemment, ne doit pas laisser envoyer l'arme nucléaire sur nos têtes. Il faudrait avoir des moyens conventionnels pour soutenir la révolte dans 4 ou 5 pays africains. La France n'en a pas les moyens. Entre nous, on le sait. On le sait. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi est-ce que nous en sommes au Gadavou? Mais, Alain Jules, mes amis, regardons le sommet France-Afrique à l'Élysée récemment. Dès que François Hollande ou ses prédécesseurs ou ses successeurs ne vont pas très bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, ah, une action d'envergure en Afrique. Nous sommes vraiment le bras mort de ces gens-là. Moi, je ne suis pas un hostile du tout de la France, pas du tout. Je dois beaucoup plus à la France que Cameroun. Comme malheureusement, je dis malheureusement parce que ça renvoie à notre aliénation. Comme malheureusement la plupart d'entre nous. Ils nous ont pris en charge nos études, etc., etc. Non, bien sûr, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore compris. Je dis nous, collectifs, nous, Afrique, comme Hervé le disait. Souvenez-vous, au Gabon, ceux qui ont été au Gabon n'en reviennent pas jusqu'à maintenant. Le Gabon était deuxième producteur africain de pétrole pendant 30 ans. Le Gabon n'est pas aussi équipé que le Cameroun. À l'époque, ils étaient 500 000, plus 400 000 étrangers, ça fait 1 million environ. Ça aurait pu donner le Koweït ou le Qatar, le Gabon. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils finançaient la vie politique française mondiale. Ils le feraient des cadeaux à l'étranger aux gens. Mais ça nous touche personnellement. Personne n'en sort indemne. C'est-à-dire en tant que sujet, en tant qu'être humain, comme on dit chez les chrétiens, c'est pas pour exciter Guy Gassama. Je dis chrétien pour le taquiner, pour l'envoyer à la philosophie. Non, je dis, non, en tant qu'être humain, on est affecté de se rendre compte à quel point nous refusons de nous prendre en main à l'injure. La question c'est, est-ce que moi, Camerounais, lorsque je suis au Cameroun, chez moi, est-ce que j'ai envie que la souveraineté revienne au Camerounais, c'est-à-dire à moi-même, ou à mes semblables, ou je préfère, pour des raisons compliquées, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas anthropologue, on préfère que ce ne soit pas l'injure qui soit détenteur de la souveraineté, mais que ce soit une sorte de chargé de mission, logé dans un petit bureau à l'ambassade, et qui évidemment a les cartes militaires du Tchad, du Cameroun, du Gabon. Il n'y a pas de mouvement de troupes au Cameroun sans qu'on soit informé. Il n'y a pas de service de renseignement qui ne sont au Cameroun. C'est les Français qui décident. C'est eux qui envoient les informations. Donc, évidemment, vous avez raison dans l'injure. Rien n'est possible à Bangui sans que Paris sache. Parce que ce soit Bozizou, ses prédécesseurs, ou Bokassa, notre grand-papa, notre oncle Bokassa, qui nous a fait mourir de rire et de tristesse. Et préfère avoir des Français comme conseil militaire plutôt que quelqu'un dont ils soupçonnent qu'il pourrait un jour se retourner contre lui. Donc ça renvoie à des questions vraiment dont je n'ai pas de réponse. Cher Alain Jules, c'est des questions complexes que je voudrais rappeler en une phrase. C'est qu'il faudrait qu'on travaille à mûrir. Pardon, je ne veux pas là dire que nous sommes immatures pour aller alimenter le moulin de Nicolas Sarkozy au discours d'Ankara. Non, je dis, ça dit qu'on soit mûr de nous aimer, pardon de parler comme un chrétien, de nous aimer. Bon, apparemment, c'est unanime, la France devait intervenir.
mais on se demande bien pourquoi. Mais il y a quelque chose qui est assez paradoxal. La France veut probablement que l'Afrique soit comme ça. Pourquoi je le dis? Souvenez-vous, au sommet de l'UA en Libye, Muammar Kadhafi avait demandé à tous les chefs d'État africains de constituer une armée commune pour justement défendre leurs intérêts. Malheureusement, certains chefs d'État africains, notamment les francophones, avaient refusé cette idée-là. Et la même France est allée, on va dire, assassiner Muammar Kadhafi. Donc, finalement, est-ce que la France souhaite que son précaré reste vraiment toujours entre ses mains? Parce qu'on le voit très bien, comme ils viennent à l'Élysée, justement, Raoul le précisait tout à l'heure, ils viennent se coucher à l'Élysée, tout le monde voit. Donc, on se pose des questions, réellement. Est-ce que la France la France ne veut pas que l'Afrique soit forte? Je pense que... Et comment faire pour se libérer, quoi? On va faire un tour de table pour terminer. Je pense, Alain, juste entre 2002 et entre 2007 même et 2012, les choses ont beaucoup changé dans le monde. La crise est passée beaucoup par là aussi. Et les choses aussi ont beaucoup changé en France. Donc, personne n'est ni le fait que la France intervienne dans un coin du monde, d'abord pour protéger ses intérêts. Les militaires français, c'est normal qu'ils protègent les entreprises françaises et les Français qui sont à l'étranger. Mais je pense que c'est aujourd'hui dans l'intérêt de la France que l'Afrique soit stable, qu'il y ait moins de guerres. Parce que dans l'intérêt de la France, justement, aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure elle peut tirer profit de toute l'émergence qui se dessine en Afrique aujourd'hui. Rappelons juste, même ça ne signifie rien, c'est que les taux de croissance aujourd'hui en Afrique sont beaucoup plus élevés qu'en Europe occidentale. C'est incompréhensible. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Donc, le sommet France-Afrique qui a eu lieu récemment ne vise, à mon sens, qu'un but, c'est de voir comment la France peut se repositionner économiquement dans le jeu et récupérer du terrain qu'elle a perdu aux pays émergents, le Brésil, la Chine et même l'Afrique du Sud. Et même l'Afrique du Sud. Ce qui explique que l'Afrique du Sud ne s'est pas déplacée à ce sommet parce qu'elle se positionne comme un concurrent de la France sur le continent. Donc, pour répondre clairement à ta question, la France n'a pas intérêt aujourd'hui économiquement à ce qu'il y ait de l'instabilité générale sur le continent africain. Et de la même façon, elle n'a pas aussi intérêt aujourd'hui à ce que les Africains s'organisent en coalition de façon à pouvoir défendre leurs intérêts, comme l'Union européenne le fait pour les pays africains. Lorsqu'on va dans les négociations aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Que les pays africains négocient avec l'Union européenne. En face, vous avez qui? Vous avez en face ceux qui négocient pour l'Union européenne. Vous avez des cabinets spécialisés dans les négociations. Et en face de ils ont qui? Ils ont des ministres africains. Des ministres africains. Pour négocier des traités, des grands traités qui vont régir l'économie, la vie des millions de personnes. La situation était tellement honteuse, si bien que c'est l'Union européenne qui paye des cabinets pour négocier à la place des Africains. Vous imaginez, je négocie avec vous, je paye quelqu'un qui vous représente. Même Voilà. le financement de l'UA. Le financement de l'UIA, en partie financé par l'Union européenne. Tant qu'on n'a pas réglé tous ces problèmes, tant qu'on n'a pas réglé tout ça, je dirais que la véritable indépendance, elle est encore loin. Tant qu'on ne s'affranchit pas de toutes ces barrières qui fait qu'on est un peu aliéné, qui fait qu'on est toujours obligé de venir se coucher à plat ventre pour réclamer les frais de fonctionnement de nos organisations, on ne pourra malheureusement pas arriver à une situation où on peut se lever la tête et s'opposer à des décisions. Au Rwanda, Paul Kagame, par exemple, on en voit le résultat aujourd'hui. Il lève la tête, il dit non, il négocie pour son pays. Il dit non à la France. Il dit non à la France. Il dit non à la France. Les Américains. Hein.
Même Et comme il il négocie déstabilise un avec peu qui, son Parce que grand c'est- voisin. c'est un grand Rwandais, Voilà, c'est grand un voisin. petit Africain. Enfin, Voilà. Et bon, Voilà. voilà. Bon, Hervé, un dernier mot sur. Bah, pour moi, je pense que... Parce que oui, la France a intérêt à la stabilité, mais d'un autre côté, les guerres c'est bien, parce que ça permet d'installer une base militaire sans que la population n'y trouve à redire. Et quoi qu'on pense, c'est bien d'avoir une base au Cameroun, ce sera bien d'en avoir une en Centrafrique quand elle sera pacifiée. Donc voilà, maintenant la France, est-ce qu'elle a intérêt à défendre ses intérêts? Enfin oui, j'enfonce une porte ouverte. Et pour moi, encore une fois, le problème n'est pas dans la France, même si effectivement elle a appliqué la même stratégie dans tous les pays, mais je considère qu'on reste quand même encore dans des choix individuels. Encore une fois, mon beau-père, quand il savait jouer, quand ça représentait ses intérêts, il savait jouer les uns contre les autres. Maintenant, c'est au pays d'avoir des leaders qui sachent s'affranchir, même si c'est pas facile. Sankara a essayé, il a payé de sa vie comme quelques autres. Donc voilà, mais à court terme, encore une fois, entre la peste et le choléra, entre avoir des gens tués ou une intervention, bah, je préfère, voilà, entre la peste et le choléra, il faut bien choisir. Alors, Calvin, un dernier mot? Moi, je dis, la France n'a pas intérêt qu'il y ait instabilité, que ce soit du point de vue politique, que ce soit du point de vue économique. Parce que dans les deux cas, non seulement ça crée de la misère, mais ça crée aussi la volonté de migration. Si aujourd'hui en France, on parle beaucoup du problème de migration et de la clandestinité et autres problèmes qui, déjà, ont un poids politique, qui font que même le paysage politique français s'est transformé, parce que vous voyez, la gauche déjà parlait aussi de migration et autres. Si ce paysage politique s'est transformé, c'est parce que justement, les instabilités politiques et économiques en Afrique ont une incidence aussi sur la France. Pas seulement sur la France, sur l'Europe en général. Donc, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait instabilité, que ce soit politique ou que ce soit économique. Parce que ces populations qui en souffrent vont aussi chercher des moyens de félicité. Et cette félicité, croit pouvoir la trouver ailleurs. C'est-à-dire en France, c'est-à-dire des moyens de générer la joie. La volonté de vie, quand elle se manifeste, trouve les moyens de toutes les manières qui soient pour pouvoir réaliser maintenant et créer une certaine forme de plaisir, ou même à la rigueur le bonheur. Alors, à partir du moment où, vous voyez, les individus se mettent dans cette migration-là et meurent même. Ils savent même qu'il y en a qui vont mourir, mais ils y vont. Ça, c'est la manifestation de la volonté de vie. Donc, ils vont toujours continuer à venir tant qu'il y aura cette instabilité, et la France va toujours continuer à en souffrir. Et elle va toujours continuer à se déplacer, parce que il n'y a pas que les Africains qui meurent. Il y a déjà des soldats français qui sont morts aussi en Centrafrique. Là. Oui. Et au Mali, il y en a eu aussi. Oui, oui. Voilà, donc voilà. Et aussi, donc, la France peut aussi continuer à en perdre. Donc personne n'a intérêt à ce qu'il y ait toutes ces instabilités-là. Par conséquent, il faudrait peut-être que le pas puisse être fait. C'est-à-dire qu'il y ait même pas un pas, c'est un bond qu'il faut. Un véritable bond de kangourou pour qu'il y ait cette transformation politique et économique de l'Afrique. D'accord. Alors, Raoul, on va conclure. Hein, le dernier mot par rapport à la Centrafrique, justement. Mes amis, mon dernier mot sera très simple, en fait. Je pense qu'il faudrait que nous, Africains, on remonte quand même la honte au niveau de notre amour propre, en fait. Le reste ne suit pas. Le reste ne suit. Je parle de l'amour propre. Vous savez, j'ai beaucoup apprécié que l'un des contradicteurs cite le cas du Rwanda. Voilà une nation qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui n'a pas d'uranium, qui sort d'un massacre, d'une holocauste entre Rwandais, et un homme, ça compte, un leader, un vrai, décide de dire à la France, messieurs les Français, madame la France, allez vous faire foutre. Voilà. Comme Castro a eu l'époque avait dit aux Américains, vous êtes les plus forts du monde, mais voilà, je vous emmène. On voit les conséquences de la chose aujourd'hui au Rwanda. C'est le seul pays d'Afrique francophone dont aucun président à Paris n'est sûr, en téléphonant, qu'on va décrocher. Aucun. Et il sortait d'un génocide de Rwanda. Donc, on dit, à un moment donné, pour résumer, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Moi, en résumé, c'est l'amour propre. Il faut que
nous, Africains, chers Jules, chers amis, on se regarde dans la glace, on se dit, est-ce qu'on a envie de continuer encore longtemps? Que quand ça barde au Mali, quand ça barde à Bangui, on attend comme des enfants apeurés lorsqu'il y a la foudre, qu'à Paris, des gens décident alors qu'eux-mêmes, ils ont de très gros problèmes. Chacun sur le plateau sait. Alors, vous savez très bien, la France a de très gros problèmes avec son âme. La France a de très grosses difficultés. Évidemment, ce n'est pas une difficulté que les Centrafricains et les Camerounais, bien sûr. Mais toutes choses sont relatives quand on parle de la vie des peuples. Les Français, ça a été une très grande nation. Ils sont, comme on dit, ils sont carrefour. Ils ne savent pas très bien si elle va, je parle de la France, si ça va redevenir une très grande nation mondiale ou si ça va rétrograder. Ils sont comme ça à la croisée du chemin. Et c'est à nous, Africains. Cette fois-là, je rejoins Calvin Thomas. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à la France tout le temps. C'est un sport qu'on aime bien pratiquer. Moi, je ne me donne pas à ce sport, pas du tout. Je dis simplement, il faut qu'on se comporte comme l'une des deux équipes sur le terrain. Et qu'on ne laisse pas la France jouer son match et jouer notre match aussi. Qu'on alimente la mécanique. Qu'on propose à la France des choses. Qu'on alimente un concept. Que nos dirigeants aient enfin le loisir à un moment donné de laisser les enfants proposer des choses. Les enfants, les ressortissants de chaque pays africain dire des choses. Que nous sommes des hommes. On a besoin d'être respectés. Bêta, comme on dit au Bêta, souffrir 2-3 jours par semaine sans manger, si dans 30 ans, on aura à manger. Mais en attendant, on n'a plus envie de se faire maltraiter, que chacun vienne essuyer ses pieds sur nous, que François Hollande aille à Kinshasa, serment. Je ne vous ai pas raconté de l'anecdote privée, mais vous vous souvenez de l'image de François Hollande à Kinshasa dans un aller-retour d'une journée où il tend 3 doigts pour saluer Kabila. Quelle que soit l'idée que je me fais de Kabila, voir le président français à Kinshasa tend 3 doigts pour saluer le président de notre pays, moi, je me sens concerné. Donc il va falloir à un moment donné, je suis trop long, pardon, mais c'est que ça évoque des émotions très négatives chez moi. Il faudra à un moment donné qu'on assume quand même qu'un Camerounais ou un Ivoirien, c'est un Français, quoi. On est égaux en dignité. Voilà, il faut qu'on dise que stop, quoi. Voilà, avec vos satellites de consorts, faites ce que vous voulez, mais chez nous, nous décidons. Voilà, et après, ça suivra. Parce que ce que Calvin dit est vrai, les Français n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique soit tout le temps empêtrée dans des problèmes. Mais les Français ne le savent pas complètement. Il y a une partie schizophrène qui le sait, une autre partie qui rêve de grandeur et de domination, aveuglée, et qui assume que l'Afrique soit une sorte de chaos dans lequel on peut de temps en temps aller jouer. Mais alors c'est à nous, Africains, de leur dire, bon, les amis, sachez que vous êtes dans le monde libéral, il faudrait que nous puissions acheter vos voitures. Laissez-nous nous développer. Mais on ne le dit pas. Quand on vient à Paris, on se couche par terre, on accepte qu'on nous crache dessus, et on nous donne une réévaluation de 300 euros. Voilà, chers amis, la fin de ce débat. On a parlé un peu de Mandela, ensuite on a parlé de la République centrafricaine, et voilà, on ne peut pas traiter de toutes les questions, parce qu'il y a des polémiques ici ou là, la France, Mandela, qui n'a pas apporté la prospérité aux Sud-Africains, etc. Et vous, chers téléspectateurs, nous disons merci pour votre fidélité encore une fois, et nous espérons qu'on vous retrouvera très bientôt sur Diaf TV. Merci, au revoir.